Un quart d'heure plus tard, nous franchissions les pôles de Gardabert. En Balse, c'est le cirque de Brakauer. Une vallée glaciaire, un vrai cul-de-sac. Le cirque verrouillé par des parois de 2000 mètres. Je sais, et il n'y a qu'un moyen d'en ressortir à Mont. Lequel donc ? Demanda Caracol Ragaillardi. Par un pilier détaché de la paroi dont la roche est excellente d'après mon père. Ce pilier s'élève aussi haut que les parois du cirque, et il est relié à elle par un pont naturel. C'est le passage obligé si tu veux ressortir, c'est la trace. Si nous passons ce pilier, nous deviendrons la horde la plus en amont de toute l'histoire des hordes. Tu sais ce que m'a dit mon père sur le pilier Brakauer? Non. Que c'est la pierre tombale la plus haute qu'il ait jamais vue. Le pire, si j'ai bien compris, c'est le pont de roche tout en haut. Ils y ont perdu 6 hordiers. Mais ils ont finalement réussi à passer. Ton père t'a dit ce qu'ils ont vu derrière ? Oui, Sauve, mais... Mais quoi ? Raconte ! Mon père n'a rien voulu me dire. J'ai juré sous serment de garder le secret. Je suis désolée. C'est si horrible que ça ? Oublie. Dis-moi juste si c'est positif ou négatif. C'est tout simplement inconcevable, Sauve. Pour être franc, je ne l'ai pas cru. Ils n'avaient plus tous leurs moyens à ce moment-là. L'histoire raconterait que j'ai mis 12 jours pour revenir à Camboban. Elle ne retiendra de moi que la branche de bouleau que je tenais à la main en arrivant avant de m'effondrer à 100 mètres du village et que Fuchsia devina aussitôt être son frère. Elle parlera de l'amour que j'avais pour Steppe et du bouleau qui fut replanté et si bien choyé qu'il repoussa à quelques mètres de la cabane où nous avions fait l'amour l'ultime fois dans son jardin. Elle se souviendra qu'à 8 mois à peine, laissé seul dans l'herbe, notre enfant, Yol, se leva contre les racines de l'arbre. On parlera de mon courage et de mon renoncement à l'extrême amont pour lui, et on essaiera, avec le baume des mots, de me faire oublier le visage de Silenfran quand il nous regarda partir. On m'assurera encore et encore que jamais je n'aurais pu trouver Alme sous l'avalanche qui l'emportera alors qu'elle ouvrait la trace pour moi dans le défilé de Klavla. Mais je suis sûr qu'il mente. Koroshi l'aurait retrouvé aux vibrations de son vif, que j'aurais dû continuer à remuer la neige. Je ne saurai jamais ce qu'ils sont devenus, les autres, là-haut. Ou je le saurai peut-être un jour, j'aimerais tant. J'adore Fuchsia et j'aime la mer de steppe. J'adore discuter avec Matsukatse, mais la horde me manque. Il me manque atrocement. Matsukatse pense que dans 4 ou 5 ans, il est probable que le bouleau développe dans son aubier une sève plus fluide, proche du sang. Elle pense que l'arbre a sauvegardé la partie humaine de steppe et qu'en travaillant sur son vif, il sera possible de le ramener avec patience vers sa forme ancienne, peut-être même de le ramener intégralement. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je sais juste que Tejerka m'a confirmé le mois dernier qu'il avait connu un cas de rétromorphose semblable de l'animal vers l'homme sur un serval. Yol va avoir 3 ans. Il parle maintenant. Quand il me demande où est papa, je l'amène devant l'arbre et je lui dis « Il est là. » « Où là ?» demande-t-il. Alors, espiègle, il connaît notre petit manège. « Là, il fait dodo dans le tronc », je lui réponds.
Alors il rigole très fort et il enlace l'arbre de toutes ses forces et il l'embrasse. Il n'est pas dupe, je lui ai expliqué l'histoire de son père. Peut-être, si on reste là tout le temps, papa, il voudra bien revenir comme avant, maman. Peut-être, il a peur. Les loutres, elles ont peur aussi des fois, hein. Les loutres, maman, elles ont peur aussi des fois, parce que... Oui, on va l'apprivoiser, Yol. Tu as bien raison. Comme les chats? On va le privoiser comme les chats qui t'avaient sauvé dans la neige, maman? Oui, Yol. On va le ramener. On va ramener papa tous les deux. Bloqués. Nous sommes bloqués devant cette fameuse porte de Brakauer, après une ascension du pilier pourtant bien menée, qui a exigé 2 jours de pure escalade. Parvenus en haut, nous avions pensé sortir du cirque dans la foulée. J'en ris désormais. Sur la rive opposée, 2 éperons sont cloués dans la vie glace vive face à nous comme pour mieux matérialiser le seuil. Entre notre bivouac aménagé sur une plateforme rocheuse au sommet du pilier Brakauer et la porte qui marque donc la sortie du cirque, s'étendent à peine 150 mètres. Hormis que ce sont les 150 mètres les plus vertigineux du monde, à part que ce sont nos parents qui nous avaient annoncé comme un pont de roche est en fait une rampe poisseuse de glace, de surcroît incurvée en son centre, lisse comme une table de verre et large de 2 corps. Ce pont est donc posé à même le vide, à plus de 1900 mètres certifiés. Talweg est à la verticale du glacier. Ce glacier que nous regardons depuis 3 jours s'engrosser de nuages du matin au soir, et tour à tour s'enneiger, et tour à tour étinceler au soleil, puisque ni Golgoth, ni Arval, ni Erg ne sont parvenus à s'avancer de plus d'une 20aine de pas sur la rampe. Parce qu'à chaque tentative, ils ont fini suspendus dans le vide, à balancer au bout de la corde, avec le risque, pour l'instant évité, d'aller s'écraser d'un pendule contre la paroi du pilier. Sur la rampe, la glace, Talweg maintient qu'il s'agit d'autre chose, de verre pur, peu importe. Teinte si dure que nos crampons émoussés pour 1 mois de varap ne bordent plus assez pour tenir des appuis sous rafale. Golgoth a bien essayé de progresser à plat ventre, en faisant coulisser sous lui une sangle qui faisait le tour de la rampe et lui servait d'assurance mobile. Mais l'épaisseur du pont varie considérablement selon les endroits et les réglages se sont avérés vite périlleux. Par 2 fois, il a basculé sous le pont et à chacune, il n'est parvenu à revenir sur le pont qu'après des efforts dantesques. Quant à Erk, qui avait réussi plusieurs fois à sortir son parapente dans l'ascension du pilier pour réaliser de précieux bonds portés et nous assurer du haut, j'ai insisté pour qu'il tente le saut. Il a écouté ma suggestion et il m'a rembarré. Voilà le scribe. T'as déjà piloté une aile? Vise un peu la paroi là en face. Et vise le pilier. T'as vu les rafales entre? Tu piges? Tu réfléchis? Je pourrais toujours décoller, hein, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai autant de chances d'atterrir entier que de me fracasser contre une paroi, de percuter le pont ou de filer dans les nuages. T'as observé les faucons? Il y a de furieuses pompes ici. En plus, ce putain de crivect c'est noué de retard. C'est un chaos aérologique. Confirma Orochi découragé. Et si on t'amarre comme un cerf-volant? C'est encore plus con, je risque de m'enrouler autour de la rampe. 3 jours s'écoulèrent. Les rafales ne cessaient pas, nous étions désespérés. Elles frappaient le pont sous tous les angles possibles, du ciel, d'en bas, de côté. Conjuguées à la glace, elles défendaient ainsi la porte, l'accès à la porte mieux que ne l'aurait fait un furvent. Nos réserves de nourriture étaient désormais consommées. Le toursier faisait voler son oiseau, oui, pour l'entretenir. Les faucons de Darbon chassaient mais ne ramenaient que des choucas, trop peu, pour nous alimenter décemment et tenir au froid. Outre qu'ils chassaient toujours en aval du pilier, loin de la crête que nous visions, ce qui en disait long sur la force des courants. Quand j'avais vu la rampe, j'avais été surpris. Comment nos parents avaient-ils pu y perdre 6 hommes? Le vide mis à part, où était la difficulté? Et puis, voilà. Nous nous étions jurés de ne perdre personne, de ne prendre aucun risque. Pour ça, nous avions réussi. Pour le reste, 3 jours d'échec. L'inaction nous oxydait. Nous ne trouvions pas l'ouverture ou l'idée.
Pour demain, le programme devenait trivial. Trouver à manger ou passer. 4e jour au piquet, là-haut, dans le gaz. Le soir sera d'une eau douce. Derrière nous, tout le cirque, dans son style géantissime, un truc beau à chialer, commence à foutre son maillot jaune. Je sens mes chailles qui gluent la salive dans le gosier. J'ai les crocs à bouffer du rocher. J'avale ma morve pour pas me donner l'impression d'avaler autre chose que mes boules. Ça sonne crépusculaire par chez nous, autant dire. Faut voir nos tronches ramonées, hein. Ça claquette des dents, ça pique du naseau vers les crampons. On a tout essayé aujourd'hui. Ce ponton, ça me détruit le mental. Sans pas faire tout droit, hop et ciao. Ouais. On a vu pire, je me suis dit le premier jour. Tous des branleurs, la 33, hein. Top, hop, hein. Erg s'est enquillé tantôt une dizaine de gamelles à la suite. Il a fini par sortir son aile de rage et c'était pas sa meilleure idée. Il a jeté vertical aussi haut que les faucons. Il a tourné une plombe avant de bricoler un atterrissage en kata sur le pilier, gelé au pogne, l'épaule gauche qui grince comme un cric. On lui a demandé ce qu'il y a derrière, après la porte. D'ici, on voit pas. Comment ça se présente, Ergo? Il a pas moufté. Il a tiré d'une arbalète méca sur l'autre rive, pas crétin. Quand le carreau s'est planté avec la corde accrochée au cul, je me suis dit, c'est bonnard. Fallait encore tendre la corde sûre pour faire une main courante digne. On l'a tendu à 3, ça a pété aussi sec. Pour Toto, c'est réglé, hein. Y a plus qu'à tirer au sort celui qui ira jouer sa couenne sur la rampe, la corde au cul. Ceux qui tombent, tombent, le premier qui passe a gagné. Sur l'angle d'un dièdre, juste sous le sommet est du pilier, Arval m'a montré l'alignement serré d'arceaux pitonnés. Il y pend encore un bout de cuir. C'est tout ce qui reste du drapeau de la 33e horde fixée par nos parents. J'ai passé 1 heure devant. Golgoth l'avait remarqué depuis 3 jours. Il n'a rien dit. À un moment, il s'est approché de moi et m'a soufflé « Ça calme, hein ?» 2 heures avant le coucher du soleil, il se produisit un événement à peine croyable. Un animal blanc, sorte d'hermine avec 2 ailes fuselées sur les flancs, surgit sur le dôme de neige au-dessus de la porte, dévala la pente et s'engagea sans hésiter sur la rampe en trottinant tranquillement vers nous. Sans le guet d'Arval, nous l'aurions ratée. Elle était de la taille d'un petit serval et, comme telle, chassable par un rapace. Sans attendre, Darbon décapuchonna ses 2 faucons et les jeta. Les oiseaux montèrent d'essor, mais ils se guindèrent si bien qu'on les perdit vite de vue. Darbon prit son filet, piaffa et appela, mais rien n'y fit. Ils dérivèrent aval. Touché dans son orgueil, Darbon s'assit, sa vexation vira vite à la colère, sa colère à l'abattement. De son côté, l'autoursier l'aubassait et je dus le secouer pour l'alerter. Fort heureusement avait-il laissé son autour jardiner sur un ressaut et le rapace avait très vite avué la proie. Suivant sa tactique favorite, l'oiseau se laissa tomber en vol plané jusqu'au pont, cherchant l'approche furtive. Puis il fondit sur l'hermine en vol battu dès qu'il se sut repéré. L'animal étrange esquiva l'attaque avec une vivacité impressionnante. Déséquilibré par son propre mouvement, toutefois, il dérapa dans le vide. Il chuta d'une dizaine de mètres avant de déployer ses ailes et en quelques battements fluides, il regagna l'autre rive. L'autour voulut poursuivre son attaque, mais il fut gêné par une bourrasque poudreuse au moment où l'autoursier le rappelait au taquet et prenait la chasse en main. Quelle taille a l'animal? Un petit serval à peu près. Schiste lui a foncé dessus. Ça signifie qu'il peut l'empiéter. Où a-t-il fui? Derrière la butte, droit dans l'axe de la porte. L'autoursier lisse les plumes de son oiseau, en gratte le grésil et le gel. J'ose. Tu crois que Schiste peut passer ce mur de vent au niveau de la butte? Les faucons n'y sont pas arrivés. Les faucons sont sujets à de grandes fuites ici. Ça reste des rameurs. L'autour est un voilier saillant. Il est plus agile en conditions tempétueuses. Et il a faim, comme nous. Relâché, l'autour fila. Et là, sur le prémontoir de roc où la horde gisait en vrac, 1 minute plus tôt, emmitouflé, le moral en fonte, une onde d'espoir frissonna dans les regards et le port des têtes. Sans se concerter, tous, nous comprîmes brusquement l'enjeu de cette chasse.
La nuit qui s'approchait, réserve à sec, avec cette faim excavante au ventre, allait nous faire frôler l'hypothermie. Les chances de débusquer une proie qui puisse nourrir nos 13 corps s'annonçaient minuscules. De fait, elles étaient nulles hors de cette hermine providentielle. Manger pour nous était donc suspendu à la capacité qu'aurait ou non Schiste de ramener l'animal. L'autour était strictement immobile à la hauteur de ce que j'avais fini par baptiser, par désespoir, le bord du cadre. Quelque chose comme un horizon coupé, une crête ou une passe. En tout cas, l'autre versant inatteignable du cercle. À 200 mètres amont, Schiste n'était plus qu'un bloc de tectrice arc-bouté au vent. Visiblement, il n'avait plus qu'un pouce. Pas un pouce ne reculait. La virulence des rafales sur la crête du cirque ne lui autorisait que des mouvements extrêmement brefs, qu'une propulsion explosive à fleur de peau. En le regardant, j'avais l'impression qu'à la moindre ouverture un peu large, ses ailes allaient se déchirer sur le flot et que cette certitude le paralysait. Comme un seul homme, toute la horde s'est redressée pour se porter à l'entrée du pont. Là, dans nos vêtements rigides, serrés comme un fagot de piquets de fer, on s'entrechoque à chaque bourrasque. Au-dessus du col remonté jusqu'au nez, là où la vitre des yeux laisse encore passer l'humain, quelque chose trahi dans les visages levés. Là où la vitre des yeux laisse encore passer l'humain, un sentiment qui dit: si l'autour lui-même n'est pas capable de passer la crête, personne ne la passera. Tours était suspendu à chaque mouvement de son oiseau, relié à lui comme par une volée fine de câbles, relié à chaque infime même battement. Chaque tri criait jusqu'à nous, chaque vrille qu'il pouvait oser sous les rafales. Mais l'oiseau n'osait déjà plus rien. Il avait de toute sa puissance déployée, rasant, ascendant la courte pente de neige, filé d'un trait jusqu'à la crête où, redressant sa queue, les ailes à peine inclinées, il avait cru trouver la brèche. Mais la farce torrentielle du Crivets l'avait balayé du sommeil, projeté en l'air. 3 fois, 5 fois, 10 fois. Il avait alors volté à la sauvage, requipiqué vers le bivouac et viré loin derrière nous en contournant le pilier de Bracauer pour repartir. Les ailes froissées de givre, en vol battu, à l'assaut de la crête, sifflant à travers les 2 éperons de la porte, frôlant la butte de neige qui s'arrondissait derrière, puis se haussant au tout dernier moment. Mais à chaque putain de fois, la violence ahurissante du chenil avait chopé au callback, l'enfilant d'une bourrasque et le jetant comme un mouche-morve au loin. Mais cette fois-ci, était-ce un geste, un cri de l'autoursier? Il décida de piquer droit et de faire face, sans prendre aucun angle au vent. Il entra dans la masse de glace voltigée et il s'y enchâssa comme une pierre lourde dans un torrent. Il s'y tint quelques secondes presque immobile, déjouant tous les pronostics muets. Puis donc, comment dire, ainsi qu'il fut trop prévisible que ça se pisse, le sémillant volatile se mit à perdre une unité normative, puis très vite 5 mètres de terrain. Autant dire à mon humble avis de spécialiste du canard que c'était plutôt foutu. Mon regard croisa par mégarde celui de Pietro qui secouait la tête, la dite tête exfiltrant son élixir de lucidité sous forme d'un « n'y arrivera point » que je lui rendis d'un sourire. Ne tournons pas autour des palombes et du pot. Y'a qu'à Faucon, certes, puisque tout cela, dans son obstination, dut se résumer à quelques sursauts d'orgueil d'oiselie. La mine mauvaise de Darbon, toisant son collègue, l'eût attesté. Puis j'avançai mon dit, mais la disproportion entre, disons, la férocité des rafales et la coriacité pourtant admirable du petit schiste laissait planer moins d'un oiseau et plus que des doutes. L'autoursier stridula 3 fois, très aigu, puis 2, puis 1, en mélopée. L'autour cessa de reculer, et là, mu par une force introuvable, en 3 ou 4 battements courts, extraordinaires, il regagna 1 à 1 les mètres perdus. Vas-y, Schiste! Vas-y, plus vite! Oi, tu vas passer! Trouve la crête! Ma voix et celle de Coriolis se dissolvaient dans le blizzard. L'autour, j'étais sidéré, gagné sur le vent lisse décimètre par décimètre maintenant, comme un gorceau égaré remontant l'écluse d'Hurle. Il était presque impossible de savoir s'il continuait à avancer, mais il le semblait, et il était en tout cas parvenu à l'aplomb de la crête.
Nous le vîmes, à ce qu'il fut brusquement saisi par la lumière, son plumage pris sous une couleur qui me parut absolument neuve, un jaune métallique et polaire, négligemment jeté par le soleil sur les derniers reliefs saillants. Des nappes de grésil le frôlaient de part à d'autre, à grandes lames verticales ou horizontées, fluaient des draps blancs comme criblés, en lambeaux à la disperse, sans fin, fluaient ni pause ni espoir. Nul ne pouvait dire à cet instant-là si Schiste allait franchir en ouvreur pour la première fois dans l'histoire la frange extrême de l'amont. Il était riveté au zénith, au bord exact du cirque, volant comme une pierre nage, battant véhémentement, court, si court pourtant, véhémentement des ailes, sur son plan instinctif, immobile et sans prise, une flèche suspendue. La horde tout entière était maintenant hors d'elle. Elle n'avait plus froid, ni faim, ni fatigue. Elle était là-haut, à battre des ailes, plier, faire-les, battre, propulser, battre, plier, battre, têtu, inexorable. L'autoursier sifflait et craillait par salve, à petits et terribles cris, à cris pour quiconque d'autre fou. Des hirses féroces, très inhumaines, comme sorties d'un harmonica de glace. Mais, à dire vrai, il était impossible de deviner si, avec la distance et le frossis du vent, l'oiseau de proie pouvait encore entendre son maître. D'ailleurs, le toursier s'arrêta net. Dans le silence bruyant du blizzard, Coriolis, une nouvelle fois, lâcha à contretemps la voix déchirée par l'émotion. L'autoursier lui mit alors la main sur l'épaule et, ne lâchant pas une seconde son autour des yeux, lui dit « Je m'en souviendrai toujours », lui dit « Ça n'est pas une question de vitesse. Ça n'a jamais été une question de vitesse. Aucun animal sur cette terre ne peut aller plus vite que ce vent-là. » Le tour oscillait à présent de bas en haut par sautes, incompréhensiblement, comme un drapeau qui lâche. Il était à bout de force, livré aux rafalants, les tectrices à chaque instant plus proches de la déchirure. C'était terminé, il fallait qu'il se replie, s'il le pouvait, qu'il se retourne et qu'il replonge vers nous. Machinalement, ne sachant plus où me tourner, mon regard s'accrocha, l'autoursier, et je vis au rythme de ses yeux qu'il souriait. Il eut un cri, un seul, inouï, impur, pieux, sonique qui transperça l'air jusqu'à Schiste. Le rapace lui-même, en dépit de la distance, parut sursauter. Il gicla à la verticale, puis inexplicablement, sans qu'un mouvement d'aile ne soit, d'où l'on était, le moins du monde perceptible. Il se mit à virguler follement l'air avec des écarts prodigieux, latéraux et de haut en bas, avançant par saccades, reculant glissé, se cabrant de toutes ses ailes et les ferlant par éclats comme s'il... Je ne peux pas détailler avec rigueur ce qui se passa alors. Ça dura un temps absous du chiffre. Mais il me sembla que l'autour cherchait. Et je crois que ce qu'il cherchait à la pointe de son instinct portant bec et serre vers une chasse inconnue et supérieure, c'était une proie extravagante, moins tangible qu'un filament de neige et moins discernable qu'une lueur qui s'avive. Une proie sans consistance et sans couleur, formée d'air pur, qui ne pouvait plus ni saisir ni serrer, seulement pressentir à l'infime éraflure dans le lit compact de la vitesse. Seulement poursuivre là où l'échancrure se ferait, dans l'étoffe décousue du vent, trou dans la trame, ou même pas, simple décours local de la vitesse partout exubérante, simple passage de moindre furie qui, aussitôt découvert, se refermerait s'il ne s'y faufilait pas à travers illico. Il y eut un flottement inoubliable dans le visage d'ordinaire si paisible et si sûr de l'autoursier, comme si 20 ans de dressage méticuleux et quotidien étaient à cet instant posés en équilibre sur le bord de la crête. Il ferma les yeux comme pour prier, comme pour savoir. Je le vis secrètement retenir sa respiration sans plus regarder son oiseau, presque détourné de lui comme s'il savait qu'à cet instant précis, oui, sauve le dressage subtil et ingrat qu'il avait mené pendant plus de 20 ans, ce dressage par empathie maître-oiseau, très opposé à la mécanique des stimuli-réactions que prônait le fauconnier, ce dressage qui était son orgueil et la texture lumineuse de sa vie, allait enfin affronter sa vérité. On ne le sut qu'après, mais ce n'était pas un ultime mot d'ordre que l'autoursier avait
par ce cri unique à son oiseau lancé. Rien qu'il puisse reconnaître ou répéter, c'était un mot de passe qui n'appelait plus aucun acte su, qui ne visait plus à être obéi, tout juste à être compris, mais qui, c'était le désespoir aussi, ne cherchait qu'à précipiter le rapace dans le vide de sa liberté, à ce point neuf, où il ne pouvait plus que s'inventer l'ordre et se le donner, là-haut, dans sa solitude, à lui-même. L'autoursier enleva alors son casque. Juste à côté, Darbon avait les yeux exorbités par l'émotion. Contre toute attente, je l'entendis chapechuter alors simplement et incroyablement. Il va passer. Le rapace coupa son vol battu et d'une glissade, il s'infiltra dans l'échancrure. Sans un mouvement, il venait de passer le mur du vent et disparut derrière la butte de neige. Lorsqu'il réapparut, une poignée de secondes plus tard, il tenait l'hermine et d'un vol plané la ramena à son maître. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'eus l'impression éblouissante qu'il nous ramenait dans ses serres l'extrême amont. C'est Coriolis qui m'a dit « Écoute, Larco, demain tu proposes ton idée, sinon c'est moi qui le fais. » Alors j'ai été voir Sov pour qu'il le dise à Pietro, Pietro à Golgoth, et Golgoth m'a appelé. C'est toi qui as eu cette idée de Gingalo, là? Oui, je n'emmène pas large. Caracol rigole derrière lui. Ça caille vraiment fort ce matin. Avec Coriolis, on a préféré dormir chacun dans notre duvet. Quand on jumelle, le vent s'insinue entre nous. C'est une idée si complètement con que même Caracouille aurait eu du mal à la pondre. Alors parfois, je me suis demandé s'il fallait pas que je te balance d'une vire quand tu ramprenais au milieu du pilier parce que t'avais mal aux pognes, tu te souviens? J'avais les paumes brûlées par la corde, mes gants étaient déchirés. Coriolis me regarde, elle me trouve faible, elle se détourne. Mais j'avais oublié, c'est que parfois, t'as des idées tordues à pas les croire, mais une idée, c'est une idée, il faut bien participer, hein. Golgoth demande du regard la corde de 50 mètres. Erg lui porte. Il fait une queue de vache et l'accroche au harnais de Larco. Il se laisse faire, puis... Maintenant, tu vas montrer l'exemple. T'avances jusqu'au milieu du pont et tu te couches à plat ventre. T'inquiète pas, ça descend tout seul, on va gagner du temps. Ce n'est pas mon idée. Ton idée, c'est que... Écoutez, vous autres, l'idée de Larcouille, c'est qu'un premier mec avance d'1 mètre sur la rampe et se couche à plat ventre en travers. Un deuxième lui marche dessus, fait 1 autre mètre et se couche. Puis une troisième marche sur les 2 premiers et se couche. Comme ça, ça nous fait une sorte de ponton humain de 15 mètres qui dérape pas. Ensuite, le premier qui s'est couché se relève, marche sur les 12 autres et va se coucher, et ainsi de suite, en roulement. Le truc, si j'ai bien pigé, hein, tu m'arrêtes Larcouille si je me trompe, c'est que couché en travers, les pieds vers où ça penche, avec le piolet pour se tenir au bord, on doit pouvoir se caler, c'est ça? C'est ça. Et qu'en se marchant dessus, on risque moins de glissouiller. Oui. C'est une putain d'idée. Je ne sais pas ce qui lui prit à Golgoth. Il était à l'entrée de la rampe, Larco devant lui 4 fois. Il lui demanda d'avancer. Larco rechignait. Puis subitement, Golgoth l'empoigna par le harnais. Il prit 3 pas d'élan et il le jeta de toute sa puissance. Au ras de la glace sur la rampe, j'étais tétanisée. Larco partit en glissade, droit dans l'axe, sans un cri, figé. La corde se délova dans son dos. Il s'immobilisa comme une pierre au centre du pont, dans le creux, à l'endroit où la pente remontait. Personne n'avait été aussi loin depuis 4 jours. Il manquait une sécurité à ton plan, Larcon. Une main courante avec un ancrage. Merci de t'être
corde. Coup de sang? Pas du tout. Golgoth savait que nous hésiterions tous à mettre en œuvre la trouvaille de l'Arco. D'abord parce que c'était l'Arco. Ensuite parce que cela impliquait de s'engager tous ensemble et en même temps. Donc qu'il y aurait des réticences, hormis si l'un d'entre nous se trouvait déjà si avancé sur le pont que nous ne pouvions que le rejoindre pour le sauver. Et c'est ce que nous fîmes. À dire vrai, l'idée de l'Arco était admirable. À ceci près que se faire marcher sur la colonne avec des crampons une 50aine de fois par des hommes terrorisés cherchant à assurer leurs appuis, c'était... Oublions. Nous traversâmes et nous le devrons pour toujours à l'Arco et à Coriolis. Je suis le premier à atteindre l'autre rive, mais j'attends tout le monde avant de grimper la butte et de découvrir enfin ce qu'il y a derrière. À son habitude, Caracol multiplie les pistes et les enchères. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Insiste Talveg. Derrière, il y a le dieu des cailloux qui veut te faire un mimi. Ce qui me sidère avec toi, Carac, c'est qu'on a toujours l'impression que pour toi, notre quête est une vaste balade. Juste un prétexte à la déconnade. C'est à peu près ça, oui. Si l'on met de côté que je vais mourir demain. Encore? Ça fait des semaines que tu dois mourir. Oh, ça fait même 40 ans que je dois mourir, un jour ou l'autre. Caracol regarda la butte de 50 mètres qui nous séparait encore de la suite. Il était déçu par notre faible réaction. Je ne compris pas tout de suite, je l'avoue, qu'il annonçait la vérité. Il observa Golgoth et Arval qui grimpaient déjà la pente et revint sur la réplique précédente de Talveg, chose qu'il ne faisait jamais. Encore, tu dis? Encore, si tu veux. Ce serait une réflexion passionnante à mener, ça. Discuter du nombre de fois où l'on peut mourir. Mais pour moi, tu sais, c'est la première fois. Et pour toi, Talveg, chéri? Tu sous-entends que je vais mourir aussi demain? Nous montions déjà la pente. Je ne sous-entends rien. J'entends tout. Et je le vois. Qu'est-ce que ça dit là-haut? La vue est belle, les gars? Il nous restait quelques pas à faire que je fis avec prudence, le pied posé avec précision dans les marches. Orient et ouest, la face n'avait pas encore reçu le soleil en ce début de matinée et les crampons crissaient sur la surface vernissée de glace. J'étais à cet instant, comme nous tous, je pense, dans un état d'excitation proche de l'euphorie. Je ne m'attendais à rien de particulier, ou plutôt, je m'attendais à tout. La première chose que je vis en arrivant sur le dôme de neige, ce fut Arval à genoux, détourné vers l'aval, qui se signait d'un triple cercle sacré dans l'air. Il était transfiguré. Devant lui était campé Golgoth, face à l'amont, avec Erg à sa droite, les mains sur le visage, et je l'aperçus de 3/4 d'eau. Orochi s'extasiait à travers une bordée de sanglots en proie à une émotion arachnéenne. Par la sainte pute de toutes les Golgoths. Sauve? Je vins me mettre à côté d'Orochi, d'où, relevant la tête, un frisson nerveux glissant le long de ma colonne, je me décidai à accepter le choc. Ma première sensation fut d'être avalé par l'espace. Le cirque glaciaire de Brakauer m'avait impressionné par l'amplitude de son arc de cercle et la hauteur de ses parois, par la masse de vide, surtout, que l'œil pouvait englober depuis le sommet du pilier. Ici, c'était pire. Terriblement pire. Vers le nord et vers le sud, de part et d'autre de l'axe normal de contre, s'étageait sans surprise un hérissonnage agressif de montagnes pyramidales et de pics qui paraissaient sans limite.
Mais droit devant, face au soleil levant, là où nous étions censés passer, le regard ne butait plus avant une vingtaine, peut-être une trentaine de kilomètres amont. Dans l'air glacial du matin, la visibilité ne souffrait en outre du voilement d'aucune brume, si bien que tout s'imposa. Net et direct. Renversant. C'est bien un cratère. Un cratère ovale, gigantesque, avec des pentes vertigineuses, oui. Impossible à traverser, ça paraît évident. Il faudrait déjà pouvoir descendre. Très délicat, allongé. Oui, Pietro, ton père t'avait prévenu. Moi, c'est la matière qui me fait peur. Il m'avait dit de la glace. Ce n'est pas de la glace, papa, pas du tout. C'est autre chose, plus pur, plus dur. Les 3 cônes gris au centre sont presque transparents, ils étincellent. Le fond du cratère est comme vitrifié, pris sous une épaisse couche de verre. Toute la surface brille. Le soleil se diffracte sous les différentes déclivités. Des flaques rigides, des coulées fixes, des gangs d'un bleu givré, des nappes de ruissellement pétrifiées. Un peu plus haut sur les pentes, la neige commence. Elle rassure presque. J'ai sorti le trépied du sac et le sextant. J'ai calculé. L'ellipse allongée est-ouest est presque parfaite. 12 km de large, 21 de long. Du bord de crête au fond de cratère, 1670 mètres de dénivelé aux approximations près. Les 3 cônes au centre s'élèvent à 340, 290 et 370 mètres. Les pentes à peine incurvées vers le centre se verticalisent à mesure qu'on rencontre vers la ligne de crête. 40 degrés de déclivité à 600 mètres au-dessus du point le plus bas de la cuvette, 50 degrés à 1000 mètres, 60 degrés à partir de 1200 mètres. Ce qui m'inquiète, c'est le vent anabatique qui remonte les parois. À l'aérotor, Orochi a mesuré beaucoup plus qu'une thermique ordinaire de début de journée. Vous entendez ? Non. Vous entendez rien ? Je vous jure que si Silenfre était là... J'entends très bien le sifflement. Mais à quoi ça sert d'en rajouter ? Ils sont déjà très ébranlés par la vision et ils ne saisissent pas encore l'enjeu. Caracol, lui, a déjà tout compris. Il se tient très en arrière de la pique, bien à l'écart des thermiques qui s'amplifient de minute en minute. J'ai rangé l'aérotor de ma mère dans mon sac. Il n'a pas encore son utilité, outre que je préfère d'abord ressentir avant de mesurer. Profitant de la brise encore stable, Erg a sorti son aile et il longe le bord intérieur de la crête, inspectant les parois et cherchant des vires praticables pour une traversée en écharpe. Attention, Erg. Une première onde courte fait vibrer les napplaires. « Pose-toi, Erg !» Il réagit tout de suite. Il l'a perçu aussi. Mais le grain le rattrape en phase terminale d'approche. Il est projeté vers le sol et il s'affale en roulé-boulé au milieu du dôme de neige. Il est fatigué, Erg. Trop fatigué depuis 2 jours. Avec lenteur, je commençais à m'acclimater au gigantisme et à filtrer un peu mieux le stress d'irréalité que suscitait le site lorsqu'au centre du cratère, très loin tout en bas, la calotte de verre d'une cheminée explosa à la verticale. Un fragment de sérac s'éleva dans les airs jusqu'au niveau de la crête, puis il retomba dans la cuvette avec le son exact d'un bigarreau d'acier sur un carrelage. Une fantastique lézarde courut alors sous la plaque vitrée du cratère, libérant une torsion grincée, hachée de brise sec. La chambre d'écoute, confinée par les parois, était telle que les bruits arrivaient intacts, résonnant jusqu'à l'os. Sous les ondes tectoniques, des avalanches assourdissantes se déclenchèrent sous tout le pourtour du cratère dans un ensemble impressionnant. Orochi m'empoignait déjà et nous forçait tous à reculer et à s'encorder. Arval restait isolée, là-bas, à 100 mètres près du bord, à contempler le phénomène. Elle l'appela. « Recule, Arval, recule !»« Eh, viens, la lueur !»« Ne reste pas là !»« Recule, par pitié !» Il commençait à revenir vers nous en trottinant, longeant le bord du cratère, le sourire aux lèvres, enthousiasmé, lorsque sans aucun signe précurseur surgit un vent torrentiel.
Le souffle s'éleva en rugissant du ventre du cratère et nous étions à moitié couchés déjà, par réflexe, par instinct. Je la vis, la masse monstrueuse des avalanches dévalant la paroi sud, ralentir, se suspendre à mi-pente. Et pendant quelques secondes indécidables, la neige écuma contre le furvent faramineux qui raclait déjà le socle croûté de glace du Piémont comme une pelle dont le manche aurait eu la taille du pilier Brakauer. Fasciné, Arval s'était accroupi au bord de la pique et il regarda ce dernier miracle d'une vie d'éclaireur qui lui en avait tant proposé. Il dut voir, je pense, la gravité des blocs de sérac s'inverser. Il dut voir la neige refluer et remonter d'un souffle toute la hauteur de la paroi pour être pulvérisée dans l'espace. Personnellement, je ne le vis pas décoller du bord. J'avais depuis longtemps fermé les yeux et plongé mes bras dans la neige comme si c'eût pu m'empêcher d'être arraché du sol, mais Erg affirme qu'il l'a aperçu en un éclair bondissant dans le ciel. Et je le crois. L'éruption a duré 25 à 30 secondes, guère plus. Ce que j'ai eu peur, mon vif. J'ai cru que nous n'avions pas assez reculé. La ligne de crête a été amputée d'1,50 m. Arval était déjà mort asphyxié avant que la contre-avalanche l'emporte à cause de la pulvérulence des particules. Il n'a pas eu le temps d'avoir peur, encore moins celui de souffrir. La lueur, pourquoi lui ? Il a échappé à tellement de risques mortels toute sa vie. Il avait un tel tempérament de découvreur et un tel flair. Je l'adorais, Arval. C'était le plus animal de nous tous, le plus intuitif. Mais là, il n'a pas senti venir. Je suis responsable. Il suffisait qu'il sache que je lui dise, il aurait reculé. J'aurais dû prévenir tout le monde, dès le début, avant même Brakauer, tout de suite, Orochipa, maintenant. Il est trop tard. On se replie derrière la butte, temps mort. Jette Golgoth en se relevant le premier. Il essaye de contenir l'intensité du contre-coup qui le terrasse, mais il titube et s'enfonce dans la neige accumulée derrière nous par la contre-avalanche. Sans réfléchir, nous tassons un rectangle de neige de 10 mètres par 5 et nous montons un petit muret d'enceinte en empilant les blocs que Talvek découpe mécaniquement à la disqueuse. Les larmes lui glissent des joues. Larco et Coriolis sortent la tente du sac de Horst qui se détourne et se met à parler tout seul à Karst, sans arrêt encore et toujours, embrassant des phrases inaudibles à mi-voix. Le fauconnier rappelle ses faucons au point. Il a dû avoir très peur pour eux, tandis que plus loin, assis dans la neige, l'autoursier caresse son autour. C'est dans ces moments d'abattement que la chaleur d'Alm nous manque vraiment. Que les petits gestes d'Aoi nous manquent, que Caliroé ne se remplace plus. Chacun se replie, tandis qu'elle partageait. 12. Nous sommes 12 à présent. Pas un jour ne se passe depuis Camboban sans qu'il me semble qu'il manque quelqu'un, et je lutte pour ne pas lancer ces « mais où est ?» déplacés, qui échappent trop souvent à Golgoth. Lui, il croit encore qu'en tapant dans ses mains, Caliroé va sortir de derrière la butte pour allumer le feu. Pour le feu, d'ailleurs, ça se complique. La réserve d'huile est presque épuisée. Je ne parle pas de la nourriture. L'hermine nous a sauvés hier soir, mais si les oiseaux ne capturent rien aujourd'hui, comment espérer continuer ? Il faut voir nos figures.
Nous sommes ridés jusqu'aux âmes. La matinée est déjà bien avancée. Le soleil reste éclatant. C'est la seule bonne nouvelle. Golgoth a attendu qu'un semblant d'ordre règne dans le camp. Orochi a souhaité que nous nous mettions sur le dôme pour pouvoir surveiller le cratère. Il paraît tout aussi calme et inoffensif que tout à l'heure, avant l'explosion. Bon, je vais être franco. Attaque Golgoth. Je suis en pleine béroisse, je patauge, j'y percute que dalle. Tout ce que je pige, c'est qu'on a un cratère devant, du genre furieux, et que tracer à travers, je vois pas trop comment. Et que tracer bord de crête, ça voudrait dire savoir battre des ailes dans le cosmos, et que ça, nous autres, on n'a pas appris. Alors si quelqu'un voit bleu, qu'il l'ouvre. Il se lève et mouche une giclée de morve. Orochi me paraît soulagé d'avoir le champ libre. Elle a rattaché ses cheveux noirs et enlevé son manteau pour le sécher. Je l'aime beaucoup avec ce pull noir. Elle respire amplement pour cerner sa concentration, puis nous sourit d'une manière un peu triste. Je vous dois une longue explication. Commence-t-elle et aussitôt la tension monte. Et d'abord des excuses, même si elles sont faciles et désormais vaines. Je savais ce que nous allions rencontrer et je n'ai rien osé vous dire. Je voulais vous préserver. Ma mère... T'as eu raison. La coupe, Golgoth. Pietro était au jus, hein. Et il est scié, autant que nous. Qu'est-ce que t'avait dit ton père, Pietro ? Il m'a beaucoup parlé du pont, des erreurs qu'ils ont commises par entêtement, par impatience à cause de la faim. Puis il m'a raconté qu'au-delà du pont, ils étaient tombés sur ce volcan. Il a dit un volcan ? Oui. Comme nous, ils avaient déjà contré sur les bords d'un volcan à Lankmanarau. Ils avaient même assisté à une éruption, mais là, il m'a prévenu que ce serait très différent, très déroutant. Il t'a détaillé ce qu'ils ont fait. Et il a été très elliptique. Il n'était plus que 10, et il y a eu des chutes. C'est tout ce que je sais. Ils n'avaient plus rien à manger, ils étaient à bout. Ils ont alors décidé de renoncer sur un vote. Au plissement du front d'Orochi, je compris que le poids si dense du récit qu'elle portait ne pouvait plus être allégé par Pietro ni par quiconque. Elle savait manifestement quelque chose dont personne d'autre ici n'avait la présomption. J'en voulais à mon père de ne m'avoir pas cru assez fort pour entendre cette vérité. La mère d'Orochi avait fait confiance à sa fille, elle. La version de ton père est un peu édulcorée, Pietro. Je pense qu'il a cherché à te ménager. La réalité de ce qui s'est passé est atroce. Les visages se crispèrent. Derrière nous, une avalanche tardive de sérac dégringola. Les fragments solides tintèrent sur le verre de la cuvette. Lorsqu'ils ont découvert le volcan, ma mère a compris qu'ils se trouvaient face à la 7e forme. La 7e forme du vent. Mais évidemment, assez vite, ils ont mis en place une stratégie et ils se sont séparés en 3 groupes. Le premier est parti sur la crête nord pour faire la trace et équiper les passages les plus risqués avec des broches à glace. Le second suivait à 300 mètres de distance et avait pour mission de tailler de petites plateformes, des sortes de poches de repli en cas d'éruption soudaine. Le troisième, qui comportait ma mère, est resté au camp de base, là où nous sommes, j'imagine à peu près. Une fois le premier kilomètre couvert, le groupe 1 devait rentrer et le groupe 3 devait prendre le relais. Disons que c'était le principe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le volcan est entré en éruption au moment où le groupe 1 allait achever son premier kilomètre et que l'éruption a duré 7 heures. 7 heures ? 7 heures. 7 heures en continu. Le groupe 1 se trouvait à une vingtaine de mètres de leur dernière broche quand la vague les a atteints. Ils ont juste eu le temps de fermer leur casque et de se préparer au choc. Sous l'impact, la vague les a décollés du sol et ils ont été projetés en l'air. Seulement, la broche a tenu. Et ils étaient encablés. Tous les 3 ? Tous les 3. Ni le piton ni le câble n'ont lâché. Le vent remontait la pente avec une telle puissance qu'il les a amenés à la verticale, à 20 mètres au-dessus de la crête, accrochés en grappe.
Un peu comme si l'arco avait fixé 3 cages en 3 points de sa corde. Vous voyez ? Et s'ils sont restés suspendus en l'air, au bout de leur câble, pendant 7 heures, avec un furevent en plein corps? À certains moments, il y avait des reflux et ils oscillaient comme un cerf-volant. Ils frappaient la pente, mais ils remontaient aussi sec. La première heure, le forgeron, qui était le plus près du sol, a essayé de progresser vers la broche d'amarrage en faisant coulisser son coinceur. Il a fait 1 mètre et après, il n'a plus bougé. Il est possible que dès ce moment-là, ils aient eu les vertèbres brisées par le harnais. On ne le saura jamais. Toujours est-il qu'à la 3e heure, le volcan a commencé à expulser des éclats de verre et là, ça a été une boucherie. Les tessons ont déferlé sur eux. Ils ont d'abord déchiré les vêtements, puis ils ont déchiqueté la peau. Le forgeron, qui était en première ligne, a été dépioté de bas en haut. Ma mère m'a dit que de son abri, elle a vu l'os de la clavicule émerger sous la chair raclée, puis la totalité des côtes a été dénudée. Leur harnais était fileté si bien qu'il a lâché en dernier. De toute façon, à ce moment-là, ce n'étaient plus des êtres humains, c'étaient des squelettes à moitié dévorés qui breloquaient au bout d'un câble. Coriolis se leva pour respirer un peu, ça faisait beaucoup pour elle. L'arco ne me parut guère mieux. Il blanchissait à vue d'œil. Un seul souriait, et même largement, c'était Golgoth. C'est lui qui me poussa à continuer. Et leur deuxième groupe, il a joué au cerf-volant aussi? Non. Ils se sont plaqués dans la neige sur leur plateforme de repli. Le vent venant du bas, le rebord de leur balcon les a protégés. Je veux dire quelques minutes parce que la corniche a été soufflée très vite. Ils ont cependant pu reculer contre la pente et se faire une niche. Sauf que le vent l'a vite comblé et qu'ils se sont retrouvés encastrés dans la pente avec de la neige qui se compactait autour d'eux. Ils étouffaient. De quoi? La compression, le manque d'air, le froid. Ils étaient murés dans un cercueil de glace. Ils ont survécu, mais l'hypothermie a été si sévère qu'on leur a amputé les phalanges des pieds et des doigts. Après ça, ils étaient hors d'état de continuer. Et ta mère? Ma mère a assisté pendant toutes ces heures sans rien pouvoir tenter à l'équarrissage de l'homme qu'elle aimait. Alxerbel? Alxerbel, leur fauconnier. C'est lui qui était en 3e position sur le câble. Après cette tragédie, ils ont voté pour savoir s'ils continuaient. Il n'était plus que 7. Ça a été très vite décidé. Seul le 8e Golgoth a voté pour. Il a eu le choix de poursuivre seul ou de retourner avec eux. Vous connaissez la suite. Quelle petite poufiasse! Lâche, totalement comme ça, Golgoth. Mais il parle évidemment de son père. Vous là, la horde, vous tous écoutez-moi. Comptez pas sur moi pour renoncer, jamais. Vous m'entendez tous? Jamais je me caquerai dessus, jamais. Il s'est levé sous un accès de rage intense. Jamais! Il a pris ses 2 piolets en main et il avance vers le bord du cratère. Il s'arrête devant le précipice et il se met littéralement à aboyer. De sa gorge, il sort des blocs de sons frénétiques, tantôt des plosives sourdes, tantôt des fricatives qu'il vocifère en direction du cratère. Reculez-vous, remettez vos blousons et enfilez vos casques et allez vous mettre à l'abri sous la tente. Tout de suite! J'attendis qu'ils aient tous pénétré dans la tente. Je vérifiai le pitonnage des amarres et je partis chercher Golgoth. Il était entré en transe sous le vif de son frère. Et ce vif défiait avec insolence le volcan en lui expédiant des chocs vibratoires à courte longueur d'onde. Dans 2 à 3 minutes, les plaques allaient entrer en résonance et une nouvelle éruption se déclencherait. Il me fallut prendre mes responsabilités. Faute de temps, je rompis la transe d'un ki brutal que m'avait appris Tejerka. Dès que Golgoth fut mentalement disponible, je le fis asseoir et je profitai du court moment de répit pour lui parler en tête-à-tête. Nous nous mîmes d'accord très vite. De retour à la tente, alors que la croûte de verre du volcan se fissurait déjà, la question inévitable m'attendait. Orochi, je suis désolée de poser une question aussi bête. Entama Coriolis. C'était la moins marquée physiquement de nous tous. Sa jeunesse nous faisait du bien. Elle était athlétique mais avait gardé ses joues et son charme qui venait pour l'essentiel de sa feinte fragilité, du bleu verdissant de ses yeux et du timbre de sa voix.
Très agréable au réveil. Je suis pas aéromaîtresse. Je suis qu'une croc que vous avez affranchi par gentillesse et je comprends rien à ce qui se passe. Je voudrais juste comprendre ce qu'on a en face de nous. Voilà. Elle voudrait continuer, mais l'Arcole lui suggère de s'en tenir là. En face de nous, comme tu dis, nous avons un volcan, tout simplement. Un volcan en activité, un volcan avec des cheminées de magma, de la lave qui en sort parfois, des éjections de cendres et de lapilli, des scories. Seulement, voilà. Ce volcan n'est pas relié à l'écorce terrestre. Il est en quelque sorte suspendu sur une couche d'air durci. La lave qui en sort n'est pas composée de silice ou de roches en fusion. Elle est composée d'air sous différents états, ou plus rigoureusement, de vent. Tu veux dire... Je veux dire que nous avons affaire à un volcan de vent. Ces éruptions sont faites d'explosions de rafales et de blocs d'air. Je veux dire que nous sommes face à ce que les aéromètres comme moi attendent toute leur vie de rencontrer. La dernière forme géophysique du vent, la 7e. Mais je croyais qu'il y avait 9 formes du vent. Réplique Coriolis avec timidité. À lire aussitôt nos visages consternés par sa remarque, elle rougit et se cache les yeux derrière une mèche de cheveux. Beaucoup de son charme tient à ces attitudes minuscules qui plaisent tant à Sauve, quoiqu'il s'en défende. La 8e et la 9e forme sont des formes spirituelles, Coriolis. J'espérais que tu avais au moins compris cela. Même si elles ont une puissance physique considérable et qu'elles commandent à la vie en grande partie, elles ne sont pas contrables. Pas au sens des vents linéaires comme le slamino ou le crivets en tout cas. Elles opèrent en nous. La 7e forme est donc la dernière qu'on puisse affronter hors de nous, si tu préfères. D'accord, je m'excuse. Elle rigole de sa bêtise. L'Arcole la dévisage le cœur au bord des lèvres. Tout le monde rit par contagion. C'est un beau moment, souple. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, la 7e ? Poursuit Coriolis, rassuré dans son rôle de Candide. En un sens, elle me facilite le travail en osant les questions que les autres se posent sans les formuler. J'essaye de répondre le plus directement possible, en asséchant l'arsenal théorique et les controverses érudites. Je vise l'efficacité concrète. Premièrement, c'est un vent vertical, qui souffle de bas en haut, de la terre vers le ciel, si tu préfères. Les 6 autres formes du vent soufflent à l'horizontale. Est-ce qu'il peut y avoir des effets d'aspiration dans l'autre sens, du haut vers le bas ? S'inquiète Pietro. À ma connaissance, non, pas d'effet siphon. Deuxièmement, c'est un vent qui a la particularité de contracter et de détendre ses masses d'air. Il couvre la gamme complète des compacités, du gaz très volatile au diavant, d'où son caractère extrêmement dangereux et chaotique. C'est un point très important et vous ne le saisirez pas et vous ne saisirez rien à l'activité du volcan si vous ne le comprenez pas. Alors explique. Et prends ton temps. Me demande l'autoursier. Reçu. Dans la 7e, le vent peut se présenter sous sa forme gazeuse habituelle, mais également sous forme de lave plus ou moins fluide, très semblable alors à une eau froide poudreuse qui s'infiltre et qui gèle la trachée et les bronches, parfois jusqu'aux poumons. Il peut aussi se présenter sous forme de magma glacé, plus épais, proche d'une pâte de verre mais que la main peut traverser. Lorsque le vent se contracte encore, on atteint le vert. Les érudits parlent de VR, V-A-I-R, qui est donc la forme la plus rigide du vent, celle qui sert de socle géologique aux cratères qui forment les caldeiras, celle qu'on risque de trouver aussi dans les explosions sous forme d'éclats ou de blocs d'air hyper denses. Dans sa forme extrême de contraction, le verre devient du diamant. Est-ce que ce verre découle d'un air liquide qui se solidifie proche du zéro absolu ? Au départ, j'ai cru que la surface du cratère était couverte d'obsidienne à cause des laves effusives. Mais si tu m'affirmes qu'il s'agit de verre, alors ce serait incroyable. Soliloque Talvec, les yeux écarquillés. Normalement, quand un gaz se comprime, il dégage une forte chaleur. Et symétriquement, il se refroidit lorsqu'il se détend. Ce qui nous trompe est de penser à la manière désabriter que le vent ne serait au fond que de l'air en mouvement. Mais rien n'est plus ridicule et plus ridiculement erroné. Le vent
est la matière primordiale de l'univers dont les 4 éléments ne sont qu'une catégorisation seconde et d'ailleurs très arbitraire. Le feu est un dérivé de la stèche, par exemple. L'eau est un vent décéléré et épaissi. Ce qui les différencie, ce sont les degrés de contraction du flux, dont dépend l'intensité vibratoire des molécules, la topologie interne des circulations et bien sûr leur vitesse. Mais passons, ça nous emmènerait trop loin. Et l'air? L'air, de la même façon, vient évidemment du vent et non l'inverse. À la base, l'air est un vent stationnaire. Il faut apprendre à penser que le mouvement est premier, c'est le stable, l'immobilisé qui est second et dérivé. Alors pour le diamant Thalweg, non, ce n'est pas une solidification à très basse température, c'est le degré ultime de compacité du vent qui se traduit par une circulation à vitesse absolue. À vitesse relative, le vent est présent en tel point de la matière à tel instant. Il est donc absent à une multitude d'autres points. Il laisse par conséquent des vides, des discontinuités. À vitesse absolue, il est coprésent. Il est coprésent à l'ensemble du volume de matière qu'il parcourt à chaque instant, d'où son extrême dureté, son caractère indivis. Les érudits, là encore, ont un mot pour le distinguer du diamant minéral. Ils l'appellent le diavant. J'en ai trouvé un dans la neige. Regardez. Comme tout le monde, j'étais abasourdi par l'ampleur du savoir d'Orochi et presque envieux. Thalweg se saisit de l'éclat de la taille d'un pouce et ouvrit la tente pour l'examiner en transparence, à l'air libre. Il prit ensuite son marteau et appliqua le diamant sur l'acier du marteau. Une rayure apparut. Avec sa dextérité épatante, Caracol lui subtilisa alors l'éclat et prit un air condescendant d'expert en joyaux. C'est du vent tout ça. Il exhiba l'éclat entre son pouce et son index et souffla dessus. Il y eut un son de cristal et le diamant disparut. Bravo, Carac. Bravo. Une gêne déformait les sourires esquissés et aucune main ne trouve l'envie de venir battre contre l'autre. Caracol fit sa révérence dans le vide. Dehors, l'éruption semblait terminée, si bien que nous ressortîmes nous installer sur le dôme. À 100 mètres, Horst repéra un cube de verre et il partit en courant le chercher pour s'en faire un siège. Surpris par le poids, il finit par le porter sur son ventre. Il tassa la neige, le posa et allait s'y installer quand Coriolis s'approcha et de son plus joli sourire lui demanda de lui faire une place. Le cube était manifestement trop petit et Horst se leva sans hésiter pour lui offrir, de bonne grâce, son siège. Horst était une pâte, un monstre de générosité et quoiqu'il ne se fût jamais remis de la mort de son frère et qu'il alterna les périodes d'euphorie enfantine et de catatonie torpide, la prédiction de Caracol d'Elapsan, lui affirmant qu'il le retrouverait en extrême amont, l'avait maintenu sur l'adret de la vie. Et quelle vie! Firost mort, il était devenu par défaut le pilier de Golgoth et avec Erg, ils assuraient tous les trois l'essentiel du portage du matériel. Né sur les franges glacées de la bande de Contre, Horst ne souffrait guère du froid, outre que ses capacités physiques valaient celles d'Erg. L'agilité en moins. Je continue mon exposé. À l'inverse du diamant, nous risquons de subir aussi des flux très détendus qui produisent un art raréfié. Ça peut aller jusqu'au vide irrespirable. Vous êtes toujours concentrés ? Oui, oui. C'était manifeste qu'il ne l'écoutait plus. À l'explosion, des nuages splendides d'un bleu ambré se dissipaient au-dessus de nous. Et il les pêchait déjà par l'esprit à la cage. Si je vous détaille toutes ces formes, ce n'est pas pour étaler mon savoir. S'agaça Orochi. C'est parce que nous risquons de les prendre en plein corps à n'importe quelle éruption. Dans un volcan normal, vous voyez la lave orange, vous voyez les pluies de cendres grises, les scories. Ici, le grand danger, ma mère me l'a dit et répété, c'est que tout sort transparent. La lave,
les éclats de verre, la cendre glacée. Tu veux dire que c'est impossible à voir? Impossible à anticiper? Pour les blocs de verre, si, par la réfraction de la lumière, mais par temps blanc, ce n'est plus la peine. On doit pouvoir se repérer au son, non? Oui, mais tout le monde n'a pas ton oreille, Sauve. Bon, j'arrête là. Je veux vous faire comprendre une chose, une seule. Nous sommes face à la 7e forme du vent, plus forte que la 5e, le Krivets, plus forte que la 6e, le Furvent. Si nous l'abordons comme nous avons abordé Norska jusqu'ici, comme nous avons abordé les Furvents depuis l'âge de 15 ans, nous y passerons tous. Ici, ni notre expérience, ni notre volonté, ni notre puissance athlétique ne suffiront. C'est l'intelligence du vent qui décidera. Qui décidera quoi? Si l'on va ou non survivre. Tu as dû réfléchir à une stratégie, j'imagine. Lance à Pietro. J'ai eu 3 mois pour cela. J'ai bénéficié de la totalité des connaissances de ma mère, mais Mais rien. Je voudrais juste que vous compreniez que notre quête aujourd'hui prend une autre ampleur.